Alors, parce que nous avons juré de ne plus jamais humilier l'intelligence, parce que les chaînes sont brisées et que nous avons définitivement conquis le droit de parler au nom de l'Afrique et des libertés fondamentales des hommes et des femmes de ce continent, parce que nous entrons désormais en partenaire majeur dans un monde majeur, parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Rassurez-vous, cette belle profession de foi n'est pas de moi, mais de feu Albert Tévoegret, décédé le 6 novembre 2019, qui avait ainsi conclu, le 28 février 1990 à Cotonou, la toute première conférence nationale organisée en Afrique. Ce rendez-vous historique, qui a réuni du 19 au 28 février 1990 les forces vives de la République du Bénin, jeta de fort belle manière les bases du renouveau démocratique consécutif à la chute du mur de Berlin et à la dislocation du bloc de l'Est. Plusieurs autres États d'Afrique, le Togo, le Tchad, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Congo-Brazzaville, ont d'ailleurs expérimenté la même formule avec des fortunes et infortunes diverses. Aujourd'hui, 32 ans après, c'est la désillusion sur le continent au moment où fleurissent des coups d'État et de nouvelles formules de transition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope qui se propose d'évoquer pour vous ces conférences nationales qui ont rythmé la vie sociopolitique de nombre de pays africains au début de la décennie 1990 à l'aune de l'actualité transitionnelle de ces pays aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Salifou Taïta, il est politiste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Bonsoir, merci de nous recevoir. Je reçois également aujourd'hui Moussa Sawadogo, c'est un confrère. Il est formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 157e numéro de votre émission Périscope. Il y a 32 ans, s'ouvrait à Cotonou, capitale économique du Bénin, la première conférence nationale des forces vives en Afrique, une conférence historique qui a débouché sur une période de transition et qui a tourné le pays vers le cap démocratique. Cette formule a d'ailleurs fait boule de neige et s'aimant sur le continent, réclamée de ci, de là, par la classe politique et les forces vives de différents pays. C'était un vrai tournant historique passé aujourd'hui aux oubliettes, Salifou Taïta. Oui, comme vous l'avez dit à l'introduction, c'était un tournant décisif pour le continent africain. Mais il faut noter en passant que ce tournant décisif a eu pour levier le discours du président français Mitterrand à la Baule en 1990, qui, en substance dans ce discours, appelait les États africains à adopter désormais la posture des démocrates afin de pouvoir bénéficier de l'aide française et européenne. Et c'est ce déclic-là qui a contraint, j'allais dire, les pays africains à faire cette transition. Et il fallait, avant d'aller en démocratie, faire le deuil des pouvoirs autoritaires et des pouvoirs antidémocratiques et des pouvoirs qui n'avaient pas les normes démocratiques. Et c'est là l'organisation de la conférence. Et le Bénin fut le premier pays africain, en tout cas, à expérimenter avec brio cette fameuse conférence en 1990, qui a connu un succès et qui a fait en tout cas des lauriers et qui a fait aussi des exemples dans d'autres pays africains. Oui, en effet, vous êtes bien de parler du discours de la Baule, mais il faut également signaler qu'au Bénin, à cette période-là, il y avait une situation sociopolitique qui se prêtait à cet exercice, à ce rendez-vous, et que des gens, des personnes, des Béninois ont porté ce projet de conférence nationale auprès de Mathieu Kérékou à l'époque, qui est resté donc ouvert, sensible à la démarche pour ne pas sombrer, justement parce que le Bénin était, pour ainsi dire, au bord de l'implosion, au bord de la guerre civile. C'était un vrai tournant historique puisqu'on a vu ces conférences se multiplier sur le continent. Moussa Sawadogo. Oui, c'est exactement cela. Mais il faut dire qu'à l'époque, le président Kérékou était dans une situation très compliquée parce que en 90, c'est-à-dire c'était juste un an après la chute du mur de Berlin. Donc, et à l'époque au Bénin, c'était un régime marxiste qui était communiste.
qui était en place. Et avec la dislocation du bloc de l'Est, le Bénin perdait son allié principal, qui était l'URSS. Et donc, du coup, ne pouvant plus bénéficier du soutien de l'URSS, effectivement, il y a eu des problèmes sociaux. Disons que ce divorce, entre guillemets, est apparu bien avant la dislocation du mur, la dislocation du bloc de l'Est et la chute du mur, puisque c'est bien avant ces événements que le Bénin était dans une situation économique très difficile et une situation socio-politique également compliquée, et que Mathieu Kérékou n'avait pas d'autre choix qu'accepter cette démarche qui lui était proposée, notamment par Robert Dossou et par quelqu'un d'autre dont j'oublie le nom, mais dont je vais me rappeler tout à l'heure. Oui, je suis totalement d'accord, mais il faut dire que cette situation délétère s'est aggravée encore avec la chute du mur de Berlin, où effectivement le Bénin perdait quand même, enfin pas qu'il perdait, se trouvait face avec un allié qui n'avait plus les moyens. Et je pense que le président Kérékou, avec toute son équipe autour, avait compris qu'il fallait changer de paradigme. Je pense que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Il fallait essayer de réfléchir à une nouvelle forme de gouvernance pour essayer de trouver des solutions endogènes dans un cadre participatif, et c'est pour cela que la conférence nationale a vu le jour, et il y a eu vraiment des débats houleux qui ont permis quand même de mettre sur place une transition qui a fait du Bénin quand même un phare en matière de démocratie en Afrique. Alors justement, on parle de la dislocation du bloc de l'Est, on parle de la chute du mur de Berlin. Donc cette période était une période où il y avait avant de vives tensions entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Aujourd'hui, on a une situation qui prévaut en Ukraine avec donc cette déclaration, même pas une déclaration, cet aveu de guerre par le président russe Vladimir Poutine. Comment vous voyez la suite des événements, Salifou Taïta? Oui, c'est très inquiétant aujourd'hui lorsque nous avons appris ce matin à travers, en tout cas la presse internationale, que le président russe, Vladimir Poutine, peut dire, a annexé l'Ukraine. On peut dire que c'est la reprise du téléphone rouge. On peut dire que c'est peut-être l'équilibre qui revient d'une manière ou d'une autre pour que le monde soit dirigé par des gendarmes. Mais c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, une guerre aujourd'hui, une guerre moderne aujourd'hui est très dangereuse parce que le monde est très armé. Et quand on regarde la manière dont déjà le président Poutine a attaqué l'Ukraine, l'Ukraine est déjà encerclée. Et il se fiche loyalement de l'OTAN ou de toute autre pression, en tout cas extérieure. Et là, c'est inquiétant parce qu'au Mali aussi, la Russie a un pied dedans. Et aujourd'hui, c'est une menace aussi. Et nous autres, les pays du Sahel, nous autres, ça peut nous faire vraiment, ça peut nous inquiéter à tout point de vue parce que nous sommes sous-armés par rapport à cette situation qui se présente. Alors, le Mali a un pied, la Russie a un pied au Mali, mais la Russie a également un pied en République centrafricaine que vous connaissez très bien, Moussa Sawadougou. Oui, ça a été un choix du président centrafricain qui, constatant que l'armée française ne faisait pas son affaire face aux rebelles, surtout dirigés par l'ancien président Bouzizier, a fait appel aux Russes dans un cadre d'accord bilatéral qui existe entre les pays. Évidemment, ça n'a pas plu aux Français qui sont partis, mais ça a été un choix souverain de la République centrafricaine. Bon, au-delà de ce qui peut se dire, je pense que pour les Centrafricains, en tout cas, puisque j'y ai travaillé, et pour les Centrafricains, les Russes, c'est vraiment, ils sont les bienvenus, puisque ça a permis quand même de bloquer la rébellion, ça a permis de repousser la rébellion. Et moi, je me rappelle, quand je partais en Centrafrique en juin 2020, et le gouvernement central ne contrôlait que 20% du territoire. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont à 80-90% du territoire. C'est la perspective qui s'offre aujourd'hui au Mali avec l'arrivée de la Russie? Non, vous savez, moi j'ai une position un peu... C'est-à-dire que si nous acceptons que nos États sont des États souverains et que chaque État peut disposer de son avenir et choisir ses alliés, franchement, je ne vois pas pourquoi il faut faire des ingérences. Surtout que nos alliés traditionnels, quand on fait le bilan, ça ne va pas.
Ouais. Alors, Voilà. on va aller rapidement sur notre sujet, mais très vite. Est-ce que vous pensez que la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine va reconstituer le bloc? Est-ce qu'on aura encore cet antagonisme Ouest-Est avec cette guerre? Je ne sais pas si on ira à des blocs Est-Ouest, mais je pense que personnellement, ce qui se passe en Ukraine ne me surprend pas. Et je pense qu'on voyait ça venir. Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie dans la chose, parce que quand on analyse le discours de Poutine et consorts, on se rend compte que quand même il y avait des lignes rouges. Hein. Et les lignes rouges, c'est quand même l'Ukraine, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est le pays par lequel transite la plupart du gaz russe pour venir en Europe de l'Ouest. Et aussi, la Russie est très inquiète par rapport à l'avancée de l'OTAN. Et on sait que l'OTAN est là pour faire face à la Russie. Et chaque fois que les pays entrent dans l'OTAN, à l'exception de peut-être la Finlande, où il y a eu des accords avec la Russie après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se dépêchent, on met des missiles à tête nucléaire dirigés vers la Russie. On a vu les États-Unis se comporter au Cuba par rapport à la crise des missiles à Cuba. Alors donc, vous pensez que la Russie est dans son bon droit? De toute façon, on verra comment cette situation-là va évoluer. Très rapidement sur les conférences nationales, celle du Bénin a réussi à stabiliser le pays pendant 3 décennies. Contrairement aux autres pays où elle fut organisée, le Bénin peut s'enorgueillir d'avoir aligné aujourd'hui 4 alternances au pouvoir, 4 alternances au sommet de l'État depuis 1991 et de n'avoir enregistré aucun coup d'État depuis lors. Est-ce un acquis à préserver selon vous, Salif Keita? Oui, on l'a dit à l'introduction, le Bénin est un bel exemple, en tout cas de démocratie, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu 7 élections présidentielles au Bénin, où certains ont fait 2 mandats. Et même l'ancien président est revenu. La première alternance, c'était celle de la transition en 1991 où Mathieu Kérékou est parti, a cédé le fauteuil à Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo qui a été battu à la suite de son tout premier mandat par Mathieu Kérékou qui est revenu, qui a fait 2 mandats. Ensuite, il a passé le témoin à Thomas Yahi Boni, qui a fait également 2 mandats. Et puis, qui, lui, à son tour, a passé le témoin à Patrice Athanase Talon, qui est au pouvoir encore aujourd'hui. Pour son 2e mandat. Voilà. Donc le Bénin, c'est clair, aujourd'hui, quand on regarde toutes les statistiques en Afrique, en tout cas, c'est le pays qui est en tout cas en pointe en matière de préservation démocratique jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu des soucis ces dernières élections avec Talon, mais il faut noter qu'à l'instar des autres pays africains qui ont commencé en 1990 avec les conférences souveraines et les conférences nationales, jusqu'à aujourd'hui, le Bénin tient le grand record, en tout cas, d'une progression démocratique bien visible, qu'il faut saluer. C'est un acquis démocratique, mais aujourd'hui, à l'intérieur, les esprits s'échauffent par rapport justement aux acquis de la conférence nationale qui seraient en désuétude. Même cette semaine, où on célèbre le 32e anniversaire de cette conférence nationale, on n'en parle quasiment pas au Bénin. Oui, moi je parle qu'en démocratie, je ne dirais pas qu'il y a des acquis comme ça. Hein. On a même vu aux États-Unis avec Donald Trump que même là où on pensait que c'est solide, il peut y avoir des tremblements et très souvent. Mais je pense que ce qui est à saluer au Bénin, c'est vrai, une démocratie, c'est quand même des conflits perpétuels, des échanges, des choses. Mais je pense que ce qui est très intéressant au Bénin, c'est qu'il n'y a pas un 3e larron qui décide de faire l'arbitrage, comme l'armée dans certains pays. Effectivement, jusque-là, jusque-là, voilà. Donc, du coup, je pense que là, c'est resté un débat démocratique, même si aujourd'hui, en matière des droits de l'homme, il y a des choses qu'on peut reprocher à Talon, etc. Et je pense que tout ça participe du débat et du bouillonnement démocratique. Et je pense que c'est à ça, hein, c'est cela qu'il faut saluer dans le cas du Bénin. Justement, comment est-ce que vous jugez, vous, aujourd'hui, la situation sociopolitique au Bénin? Depuis des années, les Béninois, en tout cas, un certain nombre d'entre eux ont mal à leur conférence nationale, estimant que ces acquis sont bradés, vidés de leur sens. Oui, c'est vrai que, bon, je sais peut-être que ce qui joue un peu contre Talon, c'est que c'est un peu sa provenance. C'est d'abord un homme d'affaires qui a eu l'argent, qui est arrivé. C'est un gentleman qui a essayé de bouleverser
un peu l'ordre qu'il est venu trouver, en essayant de nettoyer un peu la maison et qui n'hésite pas à utiliser le fouet quand il le faut. Et je pense qu'effectivement, parce qu'il y a eu dernièrement une réforme de loi électorale qui a même écarté... Voilà, il y a une réforme du système partisan, il y a beaucoup de réformes sous ce talon. Et ça ne fait pas toujours plaisir. Ça ne fait pas toujours plaisir. Mais pour moi, je pense que tant que ce débat-là reste dans un débat démocratique et qu'il n'y ait pas de violence, malheureusement, il y a eu quelques morts quand même, je crois, dernièrement. Voilà, c'est des choses à déplorer. Mais je pense que jusque-là, quand même, la maison est bien tenue. La maison est bien tenue, dit Moussa Sawadogo. Vous pensez que la maison est bien tenue, vous aussi? Je ne peux pas contredire de manière frontale cette appréciation. Mais enfin, il faut noter qu'avec Patrice Talon, il y a eu un petit recul. Parce que lui, à ces dernières élections, il a quand même mis aux arrêts certains opposants. Chose qui ne s'est jamais passée, en tout cas depuis les conférences nationales. Pour dire qu'il a même écarté les candidats potentiels, les concurrents potentiels. Et c'est ça qui a amené le remous de la classe politique. Et quand on regarde, les différentes réformes n'ont pas été vraiment, en tout cas, acceptées de manière unanime par la classe politique. Donc, je pense que c'est là que les gens regrettent un peu que, en tout cas, les conclusions de la conférence nationale soient bradées. Et là, il faut noter qu'il y a eu, en tout cas, une baisse considérable du niveau démocratique, en tout cas sous son règne. On a mis beaucoup plus l'accent sur le développement économique et pas voilà, assez sur la vitalité politique et démocratique du pays. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, les dernières élections, aussi bien présidentielles et législatives que locales, ont laissé de profonds stigmates avec un Parlement dont tous les députés ainsi que la quasi-totalité des élus locaux soutiennent l'action de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon. De plus, des personnalités de l'opposition politique, dont les plus en vue s'appellent Reki Amadougou et Joël Aïva, sont détenus et doivent purger respectivement 20 et 10 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux d'une part, et complicité d'actes terroristes d'autre part. Justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Comment vous voyez l'épilogue de cette crise politique alors justement qu'aujourd'hui le pays fait face à une crise sécuritaire également liée au terrorisme? Oui, en fait, c'est ça le problème qu'on dit en Afrique. Nous sommes les seules démocraties où les opposants vont souvent en prison. Nous avons les autres démocraties européennes. L'opposant, il peut être accusé, mais il est libre et il mène son combat judiciaire jusqu'à un certain niveau. Mais ici, nous, on les embastille, on fait tout pour les mettre à l'écart et en même temps, on tue leur parti politique et en même temps, on tue ce qu'on peut appeler, en tout cas, une branche de la démocratie. Et c'est déplorable. Et si ce qu'ils ont fait mérite effectivement qu'ils aillent en prison? Oui, en fait, c'est parfois la difficulté de prouver cela qui pose le problème. Parce que c'est plus facile lorsqu'on est aux manettes, en tout cas au niveau du pouvoir, d'accuser quelqu'un et de l'emballer. Et vous avez tous ces opposants qu'on a embastillés ont eu des avocats qui sont montés pour dire que c'est du faux, à tout point de vue. Mais lorsque... Mais c'est le rôle de l'avocat aussi de dire que c'est du faux. Oui, je sais, mais lorsque on n'arrive pas réellement, oui, parce qu'en droit, c'est les preuves. Voilà, lorsqu'on n'arrive pas réellement à donner les preuves, mais on peut facilement penser que c'est insidieusement pour écarter quelqu'un de la course, en tout cas, ou du combat politique. Alors, comment vous voyez se dessiner l'épilogue de ces affaires? Parce qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde en parle. Jusque-là, Patrice Talon est resté droit dans ses bottes. Il assume ses choix et ses condamnations. Voilà, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Oui. Comment vous, ou qu'espérez-vous comme épilogue pour cette crise? Non, ce qui est dangereux dans cette situation, c'est comme il a dit M. Sawadogo, c'est le troisième larron. Lorsque la classe politique est tendue, de part et d'autre, et quand il y a des gens qui sont forts, tapis dans l'ombre, qui pensent qu'ils peuvent réglementer la situation, c'est en ce moment qu'ils viennent. Et c'est ça les coups d'État. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que lorsque on va savoir que les rapports de force sont assez équilibrés avec l'opposition et la majorité, et il y a un troisième larron qui passe, et en ce moment, on a un recul démocratique assez profond. C'est ce que nous avons vécu ici en Afrique les 3 derniers mois, c'est-à-dire au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Et c'est très malheureux. Il y a eu des coups d'État. Alors, quel est votre regard, Moussa Sawadogo, sur cette actualité, cette crise socio-politique au Bénin? Bénin qui était jusque-là considéré comme un laboratoire, un exemple de la démocratie et qui a perdu un peu de son aura de ce côté-là, en tout cas depuis quelques années. Exactement. Je pense que
il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour demander au président Talon de gracier ou d'amnistier les détenus. Bon, j'ai ouï dire par quelqu'un de son entourage un jour qui disait que ce que Talon n'aime pas, c'est d'avoir l'impression qu'on lui force la main. Et qui n'aime pas ça. Donc, il faut le laisser agir. Bon, je ne sais pas. Mais bon, moi, ce que je constate, c'est que je pense que là, il faudrait quand même trouver une solution parce que le Bénin on ne le souhaite pas, mais on sent que le Bénin est en train de rentrer dans une situation que le Burkina a connue à un certain moment donné. Parce qu'on commence à avoir des attaques terroristes quand même sur le territoire. Ouais, et je vois que dans le redéploiement de Barkhane, on parle de prendre en compte les pays du Golfe, dont la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et je sais que face à ce genre de danger-là, il ne faudrait pas que le pays aille diviser. Il faudrait vraiment que, peut-être par anticipation, il faut vraiment commencer à consolider l'union nationale. Parce qu'il y a un péril qui arrive et effectivement, si ça s'ajoute à des querelles politiciennes à l'intérieur, ça peut encore fragiliser la situation. Et cette situation de fragilité, c'est ce qu'on a connu au Burkina. Et puis à un moment donné, le peuple va trouver que bon, chacun défend son petit lopin de terre au lieu de défendre l'intérêt général. Et ça peut conduire encore à des crises beaucoup plus graves. Ce qui veut dire quand même qu'il faut regarder cette situation pour avoir en fait une éclaircie au niveau de la situation nationale et partir unis et soudés face à cette hydre terroriste qui menace. Alors, je l'ai dit, mais sur ce volet, en tout cas, récemment, Patrice Talon est revenu à Cotonou avec dans son avion Lionel Zinsou, qui lui aussi avait été condamné, mais cette fois-ci avec sursis. Ils ont fait la paix. Ils sont rentrés ensemble et Lionel Zinsou était même présent à cette exposition sur les objets restitués par la France. Patrice Talon a également rendu visite à l'ancien président Nicéphore Soglo. Est-ce qu'on peut interpréter cela comme un signe avant-coureur pour ouvrir ensuite la discussion aux autres opposants? Peut-être. Je pense qu'avant Zinsou, il a eu aussi la réconciliation avec Yahi Boni. Vous savez que ça a été très tendu. Non, ils se sont rencontrés. Oui, ils se sont rencontrés. Bon, Yahi Boni a dit un certain nombre de choses, a demandé un certain nombre de choses qui sont toujours restées en suspens. Mais bon, on a l'impression que il y a une légère amélioration. On espère. Mais je pense que de toute façon, il revient au président Talon de comprendre où se trouve l'intérêt supérieur de son pays et de voir. Parce que, vous voyez, la difficulté, c'est ça. Il ne faudrait pas aussi qu'au nom de la réconciliation nationale, on rentre dans des compromissions. Voilà, parce que ça aussi, ça ne renforce pas la démocratie. Donc je pense que ce qu'il y a un peu dans le cas des deux cas qu'on a cités, je pense que c'est moins la condamnation que la sévérité de la condamnation. Parce que 20 ans et quelques choses, ça fait un peu trop. 20 ans et 10 ans. Oui, 20 ans et 10 ans, ça fait un peu trop. On a l'impression que c'est une manière détournée pour carrément les tuer politiquement. Parce que c'est quand même des gens qui ont quand même une certaine assise aussi. Et je pense que c'est à ce niveau-là. Mais bon, je fais confiance aux Béninois qui, sous d'autres cieux, ont montré qu'ils savent sauver l'essentiel. Alors, il y a des élections législatives déjà l'année prochaine, en 2023, parce que d'ici à là, on peut avoir des signes d'une certaine ouverture. L'opposition s'organise d'ailleurs pour participer à ces élections-là afin que l'Assemblée nationale ne soit plus monocolore, entre guillemets, comme on dit là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, déjà, il faut noter que Patrice Talon aborde son dernier mandat. Et il a intérêt, en tant que président aujourd'hui, de rassembler tous les Béninois autour, en tout cas, de l'idéal de démocratie de son pays. Et quand on regarde, comme il a dit, les opposants qu'on a embastillés avec des peines allant jusqu'à 20 ans, c'est une manière purement et simplement de les écraser politiquement. C'est-à-dire même d'arrêter leur carrière politique et même leur parti. Et je pense que ça, ce n'est pas bien pour notre démocratie. Et les législatives qui viennent, ce sont des élections, en tout cas, j'allais dire de proximité, parce que ce sont des représentants du peuple. Et aujourd'hui, les gens doivent s'identifier à travers des gens qui peuvent pouvoir les défendre et pouvoir les représenter. Et il faut permettre à tout le monde de participer. Et je pense que c'est dans ce processus-là qu'il a commencé à rencontrer les anciens présidents. Et je pense que c'est dans ce processus-là qu'il veut en tout cas aller à la réconciliation. Peut-être que les opposants qui sont actuellement embastillés vont bénéficier en tout cas d'une certaine amnistie afin que les Béninois puissent conjuguer leur démocratie, en tout cas comme en tout cas ils le font avec brio.
En tout cas, seul Patrice Talon a la décision. Ouais. C'est lui seul qui sait ce qu'il doit faire et il jugera ce qu'il est bon pour le Bénin en temps voulu. Je l'ai dit au début de cette émission, plusieurs pays ont organisé des conférences nationales. À part le Bénin, on peut citer le Gabon du 1er au 19 avril 1990, le Congo du 28 au 10 juin 1991, le Mali en août 1991, le Togo du 8 juillet au 28 août 1991, le Niger du 29 juillet à novembre 1991, et puis le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, du 7 août 1991 au 17 mars 1993, soit presque 2 ans. 2 années sans que le consensus qui sous-tendait ces rencontres ne soit au rendez-vous. Ensuite, on a également eu le Tchad du 15 janvier jusqu'en mars 1993. On peut également noter que les groupes d'opposition en République centrafricaine, au Cameroun, à Madagascar, au Burkina Faso et en Mauritanie ont demandé des conférences nationales avec des résultats variés. Est-ce que vous avez suivi un peu ces mouvements sur le terrain en son temps et laquelle de ces expériences-là vous a éventuellement marqué, Moussa Sawadougou? Je pense, excepté la situation béninoise qui a été comme un modèle et je pense qui a inspiré beaucoup de chefs d'État. Mais quand je regarde, je me demande, la question que je me pose, c'est pourquoi les autres pays sont partis à la conférence nationale souveraine? Parce que si mes souvenirs sont bons, le Bénin a commencé en février 90, sa conférence en février, avant le discours de la Boule. C'est ce que je dis. Voilà, avant le discours. Exactement. Parce que c'était dans les tuyaux et cela répondait à la situation socio-politique et économique du moment au Bénin. Voilà. C'était une invention de cadre béninois. Or, les autres pays sont allés à la conférence nationale souveraine après le discours de la Boule. Après copier un peu. Ouais, mais après surtout, après la sentence de Mitterrand à la Boule qui a dit que, voilà, maintenant, c'est la démocratie où on arrête l'aide à la coopération. Mais il faut revenir un peu quelques années avant. Parce qu'avec la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'ordre international s'est reconstitué autour des vainqueurs, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest, qui était la démocratie. Et tous les penseurs à l'époque disaient que, voilà, avec la démocratie, on peut atteindre le bonheur suprême. Voilà, et ce bonheur suprême-là qui avait 2 piliers, une économie libérale, une démocratie représentative. Voilà, voici le modèle, le nouvel ordre international qui était vendu. Et quand on dit, bon, vous allez à ça, sinon on ne vous donne plus l'argent, tout le monde a couru. Et je pense que, effectivement, dans un premier temps, on a vu des vagues de privatisation à l'appel. Parce qu'on a dit qu'il faut aller vers l'économie libérale. Et on a parlé de démocratie participative. Donc, malheureusement, beaucoup de nos chefs d'État ou de nos leaders à l'époque ont cru que la démocratie s'arrêtait aux élections. On a organisé des élections, plus ou moins truquées. Voilà. Mais le problème, c'est que la plupart de ces dirigeants-là n'étaient pas pétris des valeurs démocratiques. C'est-à-dire, on a fait des élections, mais on a continué à gérer le pays comme avant. On pensait qu'il suffisait de faire les élections, on avait une certaine légitimité, une légalité. Et à partir du moment où, après les élections, qui étaient des élections truquées généralement, le peuple se trouve toujours dans la même situation. Rien n'a changé pour le peuple. Rien n'a changé pour le panier de la ménagère. Voilà. Au contraire, la situation s'est aggravée avec les programmes d'ajustement structurel qui sont venus, où on a réduit vraiment le train de vie de l'État, on a privatisé beaucoup de choses. Donc, du coup, on est rentré dans une logique de mécontentement beaucoup plus accrue. Les programmes d'ajustement structurel sont venus un peu plus tôt que 1990, parce que je me rappelle très bien que les programmes d'ajustement structurel ont précédé cette période-là. Et ce sont d'ailleurs ces programmes-là qui ont davantage appauvri les nations et ont conduit au marasme économique dans plusieurs pays. Alors, Salifou Taïta, laquelle de ces expériences vous a éventuellement le plus marqué de toutes ces conférences nationales qui faisaient florès à l'époque?
Oui, bon, comme l'a dit M. Sawadogo, je parle pour le Bénin, c'est indiscutable. Mais quand on cite les autres pays, il faut savoir que les autres pays sont allés aux différentes conférences par contrainte, à tout point de vue, comme à la démocratie. Ça nous a été imposé par le discours de la Baule à tout point de vue. Et aujourd'hui, quand on regarde, il n'y a pas une expérience comme ça aujourd'hui, en dehors du Bénin, que nous pouvons magnifier. Parce que quand vous regardez déjà en 2007, le Kenya, après les élections, on a eu la crise post-électorale qui a fait plus de 1500 morts. Nous avons vu en 2010 en Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts. Mais quand on regarde, tout ça sont les résultats, en tout cas des élections truquées ou contestées. Donc quand on regarde, on fait un bilan. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie ne peut pas en tout cas prospérer en Afrique, mais il y a un souci quand même de voir qu'on a des problèmes pour s'adapter à cette démocratie occidentale, à tout point de vue. Il faut qu'on réinvente Oui, j'allais dire qu'on a... Il faut qu'on réinvente la démocratie. Notre démocratie à tout point de vue, parce que là, c'est un modèle... Est-ce qu'africaniser la démocratie, ce n'est pas divertir, ou en tout cas ne plus faire de la démocratie, ou en tout cas sortir des règles universelles de la démocratie? Non, c'est vrai qu'il y a des règles universelles, mais il faut quand même avoir ce qu'on appelle des règles endogènes. Je ne suis pas un antidémocratique, mais je voudrais quand même qu'on regarde certains pays qui sont loin de la démocratie, mais où le citoyen, ou en tout cas, se plaît bien. Moi, je prends le cas du Moyen-Orient, je prends quand même les pays comme la Chine, il y a aussi... les pays nordiques, que vous connaissez bien, oui, où quand même faire des expériences. Oui, où quand même les gens, en tout cas, sont en démocratie et les peuples s'en sortent bien. Et à tout point de vue, on ne connaît pas des crises profondes comme ça. Parce que pendant que l'Afrique n'était pas en démocratie, aucun dictateur n'a pu tuer 3000 personnes en une année. Or, nous avons vu ça aux élections. Aucune dictature n'a pu faire cela. Donc, il y a un problème. Je n'ai pas les statistiques de manière scientifique, mais quand on regarde, on a l'impression que la démocratie a plus tué que les pouvoirs dictatoriaux qui ont existé avant la démocratie. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il faut vraiment résoudre ce problème. Oui, c'est clair, il y a un problème. Donc c'est peut-être sur ce chemin qu'on est actuellement avec les nouvelles. Mais ce que vous avez dit est juste, parce que quand vous prenez les autres pays où il y a eu ces conférences nationales, il y a eu des problèmes partout. Au Niger, par exemple, après cette conférence nationale, il y a eu un coup d'État, et puis il y a eu des problèmes avant qu'on ne revienne à l'ordre constitutionnel normal. Au Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir, ainsi de suite. Vous prenez le Togo, vous prenez n'importe quel autre pays où il y a eu des conférences nationales, le Mali, la République centrafricaine. Finalement, je ne sais pas si il y a eu une conférence nationale là-bas, mais la démarche avait commencé. Il y avait donc des dissensions sur... Oui, rapidement, Moussa Sawadogo. Ce que je veux dire, moi j'ai un peu de mal avec la notion de démocratie occidentale. Parce que quand on prend l'Occident de façon générale, il n'y a pas une forme unique de démocratie. Vous prenez la démocratie américaine, le choix du président américain, vous voyez comment ça se passe. Vous prenez un pays, la Belgique, que je connais très bien, il y a un monarque à la tête. Et après des élections, c'est le monarque qui désigne la personne qui doit former le gouvernement. C'est ça. Donc je pense que le gros problème chez nous en Afrique, c'est que je pense qu'on a pris la démocratie en disant il faut aller au vote. Voilà, le suffrage universel, sans tenir compte de nos réalités, sans tenir compte vraiment de nos us et coutumes aussi. Donc, du coup, nous avons très mal copié la chose. On a très mal copié et c'est toujours mauvais quand on fait du copier-coller sans chercher à se sublimer par rapport à ce copier-coller-là. Donc, comme on peut le remarquer, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs des pays où on a eu des conférences nationales sont retombés quelque temps après dans les revers sociopolitiques majeurs avec des coups d'État, des remises en cause de l'ordre constitutionnel issu de la conférence nationale. Comme au Mali, le Mali, le Niger ou encore le Tchad, où l'on parle aujourd'hui encore de transition, des transitions new look sur fond de refondation et de restauration. Alors justement, comment vous jugez cette nouvelle vague de transition en cours sur le continent Salifou Keïta? Mais c'est très inquiétant. Comme on l'a dit, si après 30 ans de démocratie, nous enregistrons 3 coups d'État en Afrique en moins de 3 mois, il y a un sérieux problème dans la démocratie. Et là, il faut le reconnaître qu'en démocratie, on ne parle pas de coup d'État. Donc, il y a un arrêt brutal, en tout cas de la démocratie dans ces pays-là. Donc, ça présage qu'il y a un souci, comme il a dit. On n'est pas arrivé à adapter nos démocraties à nos réalités réelles, à nos propres réalités, et nous n'arrivons pas réellement à aller
comme dans le sens, en tout cas, que la démocratie voulait qu'on y aille. Et ça fait que ça bloque. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on ait le courage de nous asseoir. Ah oui, il faut que nous nous asseyions, je parle des Africains, pour voir comment nous allons aussi nous adapter. En tout cas, adapter les démocraties à nos us et coutumes. Comme il a dit en Belgique, si c'est un roi qui doit choisir le président, ici aussi nous avons des formules. Choisir le Premier ministre. Le Premier ministre. Ici, nous avons aussi des formules pour qu'il y ait des consensus. Parce que qu'est-ce qui amène les coups d'État? Mais c'est quand il y a manque de consensus, à tout point de vue. Or, avant la démocratie, je pense que les États n'étaient pas quand même en conflit à tout moment. Donc, il y a un sérieux problème. Et quand on regarde, au-delà de cela, quand on regarde les élections, ce que ça coûte au peuple, ce que ça coûte aux États, mais c'est faramineux. Mais je prends le cas tout de suite du Burkina Faso. Nous avons investi des milliards tout de suite, on a fait des élections. Ça n'a pas fait 2 mois, 2 ans. On a mis tout à sac. Le président est parti, des élections, c'est nul, mais c'est un gâchis. Mais c'est un gâchis. Donc, à quoi a servi ces élections? Et on est revenu à zéro. On est revenu à zéro, il faut repartir d'un nouveau pied. D'un nouveau pied. Et avec une nouvelle démarche, cette transition, justement, hein, on consacre le retour des coups d'État sur le continent, au Mali le 20 août 2020, puis le 21 mai 2021, au Tchad le 21 avril 2021, en Guinée le 5 septembre 2021, au Soudan le 25 octobre 2021 et au Burkina Faso le 24 janvier 2022. Moussa Sawadogo, faut-il s'en inquiéter? Oui, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que c'est la preuve que nous sommes mal rentrés dans la démocratie après la chute du mur de Berlin. J'ai comme l'impression que les 30 années là ont été une grosse parenthèse, oui, et la réalité a repris le dessus. Donc du coup, c'est vraiment une raison, parce qu'avant les coups d'État, hein, il y a eu beaucoup de guerres civiles. Prenez le cas du Tchad, il y a eu la guerre civile. Au Congo, ça continue. Oui, même au Rwanda, hein, au Libéria et tout ça, il y a eu des guerres civiles. Et tout ça. Donc, c'est-à-dire que depuis qu'on nous a demandé d'aller à la démocratie, je peux dire, excepté certains pays, on n'a vraiment pas connu la paix. On n'a pas connu la paix. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réformer. Il faut réformer. Il faut réformer, à l'image du Mali, où on a organisé une conférence nationale en août 1991. Le Mali était considéré, lui aussi, comme un exemple de démocratie sur le continent. Depuis la transition portée en 1992 par Amadou Toumani Touré, dit ATT, aujourd'hui décédé, on reparle donc maintenant de transition et de refondation. La charte devant régir cette transition vient d'ailleurs d'être relue, entérinant les propositions des assises nationales de la refondation de la fin 2021, qui recommande une période allant de 6 mois à 5 années pour remettre le pays sur les rails. Cette proposition sur la durée de la transition avait déjà suscité l'ire de la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali négocie avec la CEDEAO, mais sans bouger le curseur de la durée de la transition? Oui, il faut savoir que le Mali a pris ses responsabilités. Moi, je pense qu'il va falloir que la CEDEAO, la toute-puissante CEDEAO, en tout cas, accepte que le Mali puisse tracer sa voie. Parce que, on l'a dit, les Maliens sont arrivés à un moment donné où ils étaient obligés de trouver de nouveaux partenaires. Moi, je pense que c'est là le souci majeur, à tout point de vue. Et après 30 ans de démocratie, on revient à 2 coups d'État dans la même année. C'est qu'il y a un problème profond. Là, dans la même année, mais oui, à peu près quelques mois après. Donc, il faut les permettre vraiment d'asseoir leur véritable démocratie. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé plus de temps. Parce que lorsque les fondements basiques sont déchiquetés pendant plus de 3 décennies, on ne peut pas en 1 an ou en 12 mois remettre tout en ordre. Et ils ont fait leur calendrier. Moi, comme disait quelqu'un, c'est vrai que la CEDEAO peut réguler, c'est fait pour cela, mais lorsqu'il y a des réalités qui sont exceptionnelles, moi je pense qu'il faut que nous ayons le courage de laisser les gens aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, bon, à ce que je chasse, je pense que les militaires au Mali ne veulent pas rester au pouvoir. Mais comme il y a eu un arbitrage, ils veulent finir et puis remettre le pouvoir aux civils. Et je pense que le calendrier, pour moi, peut être un calendrier quand même optimal.
pour les permettre de revenir sur le bon pied. 5 ans, c'est un mandat plein, un quinquennat d'un président. Est-ce que l'éventail entre 6 mois et 5 années, en disant bien, en montrant bien que bon, ce serait mieux qu'on aille au maximum, parce qu'il y a un calendrier qui est prévu avec des actions qui sont notées à des échéances données. Est-ce que cette façon d'agir aussi n'a pas justement le don d'irriter pas seulement les chefs d'État ouest-africains, mais un certain nombre de personnes? Oui, je peux comprendre, parce que la CEDEAO a édicté des principes, et quand ces principes-là ne sont pas respectés, c'est normal et compréhensible que la CEDEAO s'en plaigne. Mais vous voyez, moi je trouve que poser cette question-là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que, une fois de plus, on a l'impression que la CEDEAO veut juste qu'on organise des élections et tout est gagné. Or, ce n'est pas vrai. J'écoutais l'autre jour un débat au sein de l'Union européenne actuellement où ils ont édicté des principes et à titre préventif, ils se donnent le droit de punir des présidents qui sont en train de violer les droits de l'homme. Or, ici, qu'est-ce qui se passe? On élit des présidents qui sont des voleurs, qui sont des malfrats, qui imposent la malgouvernance, la corruption, et puis on leur dit, ça va, laissez-les, ils ont le droit de voler jusqu'à ce que leur mandat s'épuise. Or, quand on regarde le principe même des conférences nationales souveraines, j'ai parlé de changement de paradigme tout de suite, en fait, on a comme l'impression que c'était pour revenir à un principe de Rousseau pour dire que repensons le contrat social qui va nous lier. Or, il faudrait ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, quand je regarde les différentes transitions, on a l'impression qu'on veut nous proposer de nouveaux contrats sociaux. Bon, peut-être qu'il faut laisser les choses faire et peut-être les accompagner. Mais la confrontation frontale, comme la CEDEAO le fait avec le Mali, je ne suis pas sûr que c'est la bonne manière de le faire. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut voir la réalité en face et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette transition. Mais on reste quand même dans un flou sur cette question de la durée, puisque les autorités de la transition ont un éventail pour décider de leur longévité au pouvoir, alors que normalement on aurait pu dire bon, la transition ça va prendre 2 ans ou ça va prendre 3 ans avec tel et tel et tel chantier, parce qu'on ne peut pas tout faire, même si c'est 5 ans fois 2, on ne pourra jamais tout faire. Il va falloir quand même circonscrire un tout petit peu. Il en est de même d'ailleurs en Guinée, où jusqu'à présent, on attend de connaître le terme de la transition. On viendra au Burkina tout à l'heure. En Guinée, on attend de connaître le terme de la transition enclenchée par le putsch qui a écarté Alpha Condé du pouvoir, Salifou Keïta. Oui, quand on regarde... Vous avez sans doute des amis en Guinée, vous avez l'oreille de Doumbouya. Ce qu'il faut déjà constater, c'est qu'on a l'impression que les populations, ou du moins les peuples des pays où il y a eu les coups d'État, ont même accompagné les coups d'État. C'est comme s'il y a même un réuniment de la démocratie. Parce que, comme en Guinée, au Mali, comme au Burkina Faso, il n'y a pas eu de voix comme ça à l'intérieur qui sont opposées à cela. Donc là, il y a une obligation pour nous de regarder pourquoi les gens ont adoubé les coups d'État. Parce qu'il y a eu un problème de gouvernance sûrement de part et d'autre, à tout point de vue. Et c'est tout ça qui fait qu'il n'y a aucune pression. Il n'y a pas de pression véritable à l'intérieur de ces États-là pour que les putschistes puissent même lever le pied. Et en Guinée jusqu'à aujourd'hui, mais c'est presque, il n'y a rien qui bouge par rapport à la transition. Bon, ils prennent tout le temps et il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Et là, il y a une léthargie, il y a un souci. Est-ce que ce n'est pas aussi une technique, en tout cas une stratégie peut-être, pour les autorités de la transition guinéenne, de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays qui sont sur la même ligne, de voir jusqu'où la CEDEAO est prête à aller avant de dire, voilà, nous ferons 2 ans ou 3 ans, ou voilà. Ou si les 5 ans passent au Mali, ils vont s'aligner peut-être dessus. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le cas du Mali est vraiment particulier. Je ne crois pas que le problème du Mali soit lié à la durée de la transition. Parce que ça, c'est des choses... Et d'ailleurs, le Mali a dit, on négocie. C'est des propositions, négocions. Je pense que sincèrement, le problème est ailleurs.
Le problème est ailleurs. Le problème doit être ailleurs et être examiné pour le bien de tous. On sait où est le problème. Oui, c'est où le problème, Moussa Saradogo? Moi, je pense que, honnêtement, quand j'analyse un peu, je pense que c'est la relation entre les nouvelles autorités et la France qui est le fond du problème. C'est ça. Parce que quand on analyse le discours des autorités françaises, on a l'impression qu'ils n'ont jamais pardonné aux nouvelles autorités maliennes de vouloir aller voir ailleurs. Voici le fond du problème. Maintenant, sinon la durée de la transition... tout ça est négociable. Tout ça, c'est négociable. Vous pensez la même chose? Que le fond du problème, c'est le rapport rendu difficile entre les nouvelles autorités maliennes et les autorités françaises? Bon, comme ce n'est pas perceptible, c'est une perception, mais ce n'est pas visible comme on le dit. Mais je pense qu'ici, il doit y avoir d'autres problèmes sous-jacents. Il doit y avoir d'autres problèmes sous-jacents. Ouais. Mais il faut régler ces problèmes-là pour le bien des populations maliennes, parce que c'est elles qui sont le plus concernées ici, et les sanctions qui ont été édictées frappent durement nos frères et nos sœurs du Mali. Parlons du Burkina Faso, où l'on apprend que le projet de charte remis au président Paul-Henri Damiba, qui a mis le 24 janvier dernier un terme au second quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, qui courait jusqu'en novembre 2025, prévoit une période de 30 mois, soit 2 ans et demi, pour la transition. Ce canevas temporel vous semble-t-il raisonnable pour conduire efficacement l'œuvre de sauvegarde et de restauration que s'assigne le nouveau pouvoir, Moussa Saradogo? Oui, je pense qu'une transition de 30 mois, si c'est ce qui est confirmé, je pense honnêtement que ce n'est pas trop. Maintenant, tout dépend de ce que nous allons faire pendant cette période. Pendant ces 30 mois. Cependant, j'ai une inquiétude. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le communiqué de l'Union européenne qui est sorti, qui a demandé des choses. Et dans le communiqué de l'Union européenne, il y a quelque part où c'est bien écrit qu'ils ont des informations que Wagner a pris attache avec les nouvelles autorités. Et voilà, il commence à rappeler des principes démocratiques, etc. J'ai comme l'impression que si on y prend garde, le syndrome malien n'est pas loin de nous. Le syndrome malien n'est pas loin de nous, d'autant que la CEDEAO aussi attend au tournant sur cette question de la durée de la transition, puisque à la dernière réunion, il n'y a pas eu de sanctions. On attendait de voir, on attend toujours de voir quelle décision sera prise par rapport à l'agenda et au format de la transition ici au Burkina. Donc, on est toujours attendu au tournant, Salif Foutaïta. Oui, d'habitude, lorsque les situations sont normales, les transitions ne dépassent pas 1 an. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans le passé. La transition, elle est faite pour être la plus courte possible. Voilà. Mais si aujourd'hui, on parle des séances qui dépassent 1 an, c'est qu'il y a un contenu. Mais pour le moment, pour le cas du Burkina Faso, nous, on n'a pas ce qui est déjà, ce qu'on doit faire, comme il a dit, le contenu de la charte. Qu'est-ce qui doit être fait pour restaurer? Qu'est-ce qui doit être fait pour sauvegarder en 30 mois? Et c'est à partir de là qu'on peut apprécier la durée. C'est à partir de là. Alors on parle aussi de la mise en place d'une instance parlementaire forte de 51 membres qui siégerait sur la base du bénévolat. Qu'en pensez-vous? Non, de toute façon, déjà, actuellement, il gouverne avec 2 personnes. Donc 51, moi je trouve que le nombre, ce n'est pas un souci. Parce que par ordonnance, le président... Je ne parle pas du nombre, mais justement, est-ce que pour gouverner avec... non, ça c'est pour la forme c'est l'Assemblée nationale qui a été fondue en 3. Et je pense que ça, ce n'est pas un souci. Si la question de représentativité est observée, si chacun trouve son compte, si chaque couche sociale est représentée pour qu'on puisse légiférer, moi je pense qu'il n'y a pas un souci par rapport au nombre. On peut même descendre à 30. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais on attend de voir concrètement ce qui va être décidé. Oui, moi je pense que peut-être qu'il faut laisser le choix aux autorités de nous dire effectivement ce qui valide la durée de 30 mois et concrètement quel est le contenu. Parce que si le contenu est pertinent,
et justifie la durée, je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup plus les Burkinabés. Le problème numéro 1 des Burkinabés aujourd'hui, on le sait, c'est la sécurité. C'est l'insécurité, c'est lié au terrorisme avec son lot de personnes déplacées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce n'est pas un problème qui va être réglé en 2 ans, en 30 mois. Non, ce n'est pas un problème, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent rassurer les Burkinabés. C'est-à-dire que si on a une armée qui monte en puissance, or, ces dernières 24 heures, 72 heures, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est très alarmant ce qui est dit. Il y a des zones qui sont coupées, donc on a l'impression que le terrorisme, ils sont là, ils sont toujours en train de conquérir et continuent de narguer. Or, c'est ça qui a été le justificatif principal. Donc, ça veut dire que si les nouvelles autorités n'arrivent pas à arrêter ça, alors que c'est pour ça qu'ils sont venus au pouvoir, je pense qu'ils partiront comme les autres. Rapidement, un mot sur cette situation, cette priorité numéro 1 des Burkinabés. Absolument, c'est l'insécurité. Comme il a dit, aujourd'hui, je pense qu'on a incendié une école à 15 km de Fara. Et vers le nord, je pense qu'avant-hier, il y a eu en tout cas une attaque très proche de Ouaïgouya. Mais là, on est en insécurité. Et c'est pour cette raison qu'on a arrêté le pouvoir démocratique de Roch Marc Christian Kaboré. Donc, les gens attendent de pied ferme qu'on arrête cette insécurité. Et je pense que c'est le premier combat, ou du moins c'est la première tâche des dirigeants actuels. Alors, c'est le premier combat, c'est la première tâche, c'est l'ADN de ce pouvoir qui est en train de se mettre en place. Ils viennent juste de passer 1 mois à la tête de l'État. Ils s'organisent, on doit dire, ou on peut dire qu'ils continuent de s'organiser, mais le temps presse, puisque les populations en souffrent. Vous avez sans doute, puisqu'on a fait un petit tour d'horizon de cette situation sociopolitique prégnante sur le continent, vous avez des remarques, des propositions, des contributions pour l'édification de la nouvelle Afrique en construction. Alors, quel est votre rêve pour l'Afrique de demain, Salif Keita? Et on va terminer sur cette note. Mon rêve, c'est de trouver l'Afrique, en tout cas paisible, une Afrique paisible, une Afrique loin des guerres, une Afrique loin des élections truquées ou des crises post-électorales, une Afrique débarrassée de l'insécurité et une Afrique démocratique. C'est de trouver une Afrique proche des gens, une Afrique débarrassée des guerres. Vous avez des propositions à mettre dans la besace, peut-être, Moussa Saadou? Moi, je pense que le problème fondamental de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Parce que si on a un très bon système éducatif, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes. Je pense qu'un bon système éducatif, avec ce que disait le président Kagame, fait rêver les jeunes. Il faut de l'éducation, il faut remettre... Alors qu'on est dans une situation très difficile à cause de la situation sécuritaire qui frappe en premier lieu le système éducatif, malheureusement. Comment on fait pour remettre l'éducation à l'endroit si on ne met pas la sécurité en avant? Non, moi je pense que quand je parle de l'éducation, ça va au-delà du système chose. Je prends même, regardez un peu, tout le monde est unanime pour dire que nos universités forment des chômeurs. Voilà, même le système universitaire doit être réformé pour l'adapter plus aux besoins du marché. En fait, c'est à ce niveau-là. Parce que si le système éducatif permet à chacun de sortir et de pouvoir se débrouiller dans la vie, de pouvoir créer, de pouvoir s'exporter, exporter son expertise en dehors même du territoire national, je pense qu'on résoudra beaucoup de choses. On aura une jeunesse créative, on aura une jeunesse bien dans sa tête et je pense que cette jeunesse-là sera plus une force de proposition qu'une force de revendication. Ça doit commencer par la base, Salif Keita, ce qu'il dit. Il ne faut pas attendre l'arrivée à l'université pour faire sortir des jeunes de ce type-là. Tout le long du système, il doit y avoir des soupapes qui permettent de récupérer les gens, mais ça doit aussi commencer dans nos maisons. Ça doit commencer par l'éducation qu'on donne à nos enfants à la maison. Ça doit commencer par nos têtes, par nos mentalités. Cette question de l'éducation, elle est primordiale, mais également cette question de la sécurité est importante. Absolument, a dit mon invité, 32 ans après Albert Thévoïdre, je dirais à vous tous, au travail les amis, nous n'avons pas vaincu la fatalité. C'est plutôt le moment de se ceindre les reins comme de vaillants hommes et de jurer ensemble, main dans la main, de ne plus jamais humilier l'intelligence
et d'ouvrir enfin nos mentalités au changement que nous appelons de tous nos voeux et professons urbi et orbi. Au travail, nous tous, nous n'avons pas encore vaincu la fatalité. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 157 qui recevait pour vous Salifou Taïta, il est politiste. Merci pour vos éclairages. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Moussa Sawadogo, formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci pour vos éclairages. Merci. Fidèle au poste, Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope. Merci également à Rosalie Sawadogo au son, à Ismaël Amadou au cadre, Aimé René Bassenga était au synthé et au prompteur, Davy Ouedraogo à la diffusion. Mes invités et moi-même avons été maquillés par Madina Sano. Merci aussi à Jean Fofana du service technique, Valérie Zongo à la production, Didas Diallo et Hassan Boro au montage, Théophane Ouedraogo à la programmation, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction de Burkina Info. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous suivez régulièrement depuis Cotonou, Bamako, Niamey ou Lomé, ainsi qu'à vous tous, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, qui nous témoignez votre fidélité à cette émission. Continuons de prendre soin les uns des autres en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.